À la une de cette édition, les drones des FAMA en action avec des frappes, des opérations qui permettent de neutraliser mais aussi de détruire les bases des groupes terroristes. Qu'en pensent les citoyens? La réponse avec une équipe de reportage qui a fait un tour en ville. Enfin, de la lumière à Gundam, sévré d'électricité depuis près de 3 mois suite à une panne de sa centrale électrique. La ville vient de recevoir un groupe électrogène flambant neuf de la part des autorités de la transition. Le geste est apprécié par la population et les responsables de l'EDM. Et juste après la publication de la liste très attendue des aigles du Mali pour la CAN en Côte d'Ivoire, les journalistes sportifs et les supporters ont réagi. Nous allons les entendre au cours de ce journal avec Aridjouma Tina. Mercredi 4 janvier, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Avec moi, Ibrahim Djombele. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir, Marem Kone. Avec vous, le communiqué du tout premier Conseil des ministres de cette année 2024. Tout à fait, avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché relatif à l'extension de la fibre optique pour les zones de Mopti, Koro, Tombouctou, Gao, Ansongo et la Bezanga, le réseau d'accès par câble à la fibre optique, le système de vidéosurveillance, le système EID du projet Mali numérique. L'avenant est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société China International Communication Construction Corporate pour un montant de 117 387 180,77 dollars US et un délai d'exécution de 24 mois. Il vise à prendre en compte les modifications intervenues dans l'exécution du projet en ce qui concerne les composantes ainsi que la substitution dans le projet des localités de Mopti, Koro, Tombouctou, Gao, Ansongo et la Bezanga par celles de Kati, Djema, Diboli, Djema Gogi. Le réajustement du design de l'itinéraire de la construction de backbone, de fibres optiques, l'ajustement du contenu du réseau d'accès de la composante Safe City, la réservation du centre des données et la suppression de la composante EID, le contrôle et le suivi des services techniques compétents. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale des domaines et du cadastre. La Direction nationale des domaines et la Direction nationale du cadastre ont été créées respectivement par l'ordonnance numéro 2017-025 PRM du 30 mars 2017 et l'ordonnance numéro 2017-024 PRM du 30 mars 2017 suite à la décision de la scission de la Direction nationale des domaines et du cadastre. Après cette scission, les deux directions ont été confrontées à des difficultés dans l'exécution de leurs missions, notamment l'insuffisance et la mauvaise répartition du personnel, l'absence de lien direct entre les structures régionales et sub-régionales de direction, l'insuffisance des ressources financières pour assurer la réalisation des activités essentielles à l'exécution des missions et à l'atteinte des objectifs. Les projets de texte adoptés consacrent la fusion de la Direction nationale des domaines et celle du cadastre à travers la création de la Direction générale des domaines et du cadastre dans la perspective d'améliorer l'efficacité du service et d'accroître sa fonctionnalité. Leur adoption permettra également de doter la dite direction pour les 5 prochaines années en personnel nécessaire à l'exécution de sa mission. B. Un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux du centre d'enfouissement technique de Numumbougou et de construction de la décharge finale de Dialakourbougou et leur voie d'accès.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de résilience urbaine de Bamako, il est prévu la réalisation des travaux du centre d'enfouissement technique de Numumbougou et de construction de la décharge finale de Dialakourbougou et leur voie d'accès. La réalisation des dix travaux empiète sur des propriétés privées qu'il convient d'exproprier pour cause d'utilité publique. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. La réalisation de ces travaux contribuera à l'amélioration de la gestion des déchets solides dans le district de Bamako. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés disponibles sur le site web du secrétaire général du gouvernement, c'est le www.sdg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 10e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. La 10e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption s'est tenue du 11 au 15 décembre 2023 à Atlanta, aux États-Unis. La conférence des États partis à la Convention a été instituée pour améliorer la capacité des États partis à l'atteinte des objectifs énoncés dans la Convention, renforcer leur coopération à promouvoir et à examiner l'application de la Convention. La délégation du Mali a partagé au cours du débat général les mesures majeures prises par notre pays, notamment l'approbation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, son plan d'action 2023-2027, la création du pôle national économique et financier avec une compétence nationale, la création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, l'adoption des projets de loi portant code pénal et code de procédure pénale comportant des dispositions innovantes, la participation de notre pays au mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. À l'issue des travaux, la conférence a adopté des résolutions relatives en particulier à la déclaration d'Atlanta sur la promotion de l'application du principe de responsabilité sous ses formes multiples dans la lutte contre la corruption, la prolongation jusqu'en juin 2026 du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, à la lutte contre les inégalités entre les genres pour combattre la corruption et à l'incitation du secteur privé à adopter des mesures d'intégrer pour prévenir et combattre la corruption. B. De l'organisation de la semaine de la justice à la suite de la rentrée judiciaire 2023-2024. La deuxième édition de la semaine de la justice se déroula du 8 au 13 janvier 2024 ici à Bamako sous la présidence et du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Et la semaine de la justice a été institutionnalisée en 2022. L'objectif visé par cette institutionnalisation est de rapprocher davantage la justice des justiciables et de promouvoir un service public de la justice plus efficace et plus performant de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables. Cette semaine sera marquée par l'installation solennelle du président de la formation de jugement et du procureur de la République du pôle national économique et financier, l'installation solennelle du président de la formation de jugement et du procureur de la République du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, le lancement du premier numéro vert gratuit de la justice Benkani Kunafoni, l'inauguration des 6 villas d'astreinte offertes par le président de la transition, chef de l'État, et une conférence sur le double degré de juridiction en matière administrative. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la réunion ministérielle de coordination sur l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Une délégation de haut niveau du Mali a participé à la réunion ministérielle de coordination sur l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'objectif de cette rencontre était de préciser les contours de l'initiative marocaine
qui vise à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. À cet égard, les participants ont été édifiés sur les projets structurants qui seront réalisés dans le cadre de la réalisation de l'offre marocaine, notamment la mise à niveau des infrastructures et leur connexion, les solutions appropriées à apporter pour renforcer l'intégration régionale, la transformation structurelle des économies nationales et l'amélioration des conditions de vie des populations du Sahel. Aussi, les délégations ont exprimé l'adhésion de leur pays à l'initiative marocaine et ont prévu la création dans chaque pays d'une task force qui préparera et proposera les modalités d'opérationnalisation de l'initiative. Durant son séjour, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré son homologue marocain. Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale à travers, entre autres, une meilleure circulation des personnes et de leurs biens, ainsi que la tenue prochaine, ici à Bamako, de la 14e session de la Grande Commission mixte de coopération. Cette rencontre a permis de mieux apprécier toutes les implications et la portée pour le Mali de l'initiative marocaine qui offre des perspectives de désenclavement géographique des États du Sahel ainsi que leur pénétration accrue dans le commerce international. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la section civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres des dispositions prises pour la mise en route de l'équipe nationale senior de football à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pour la participation de l'équipe nationale senior de football à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la Commission nationale de mobilisation mise en place à cet effet a élaboré un programme de mobilisation des ressources humaines, des contributions venant des bonnes volontés et un chronogramme de mise en route de l'équipe nationale. Dans le cadre de son programme de mobilisation des fonds, elle prévoit l'organisation d'un dîner gala en partenariat avec la télévision panafricaine Afrique Câble et la tenue d'un téléthon sur l'ORTM 1. La mise en route solennelle des aigles avec la remise du drapeau national par le président de la transition, chef de l'État, aura lieu le 11 janvier. Cette cérémonie sera aussi marquée par la remise du maillot du premier supporter au président de la transition par le capitaine des Aigles. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres des principales conclusions issues des travaux de la 4e session ordinaire au titre de l'année 2023 du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine. La 4e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine s'est tenue le 21 décembre 2023 à Cotonou. Cette session s'est déroulée dans un contexte marqué par le durcissement des conditions sur les marchés financiers internationaux et la montée des tensions géopolitiques qui ont ralenti la croissance économique mondiale. En dépit de ce contexte particulièrement difficile et contraignant, il faut rappeler que l'activité économique au sein de l'Union est demeurée vigoureuse au 3e trimestre 2023. Les tensions inflationnistes se sont également atténuées. Le taux d'inflation dans l'Union devrait ainsi ressortir à 3,7% sur l'ensemble de l'année 2023. Le Conseil des ministres de l'Union a adopté le projet de loi uniforme portant réglementation de la microfinance dans le mois avec pour objectif de doter l'Union des corpus juridiques du secteur de la microfinance à même de répondre aux enjeux de financement des économies de l'Union et de stabilité financière. Le Conseil des ministres de l'Union a également décidé du relèvement du capital social minimum des banques de l'UEMOA de 17 à 20 milliards de francs CFA en vue de renforcer la résilience du secteur bancaire et de répondre aux besoins croissants de financement auxquels font face les pays de l'Union. Enfin, le Conseil des ministres a procédé au renouvellement du mandat de M. Diakaridia Dambélé, conseiller technique au ministère de l'économie et des finances comme représentant du Mali au sein du comité de stabilité financière de l'Union monétaire ouest-africaine. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marquée notamment
A, par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente. Et B, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Mariam Kone, à vous. Merci, Ibrahim Domele. Et nous poursuivons ce journal. Au cours de cette année 2024, la République islamique d'Iran ouvrira 2 universités au Mali. Le pays est aussi disposé à apporter son aide au Mali dans la lutte contre l'insécurité et dans d'autres domaines de développement. L'Iran salue également la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Des annonces fortes faites aujourd'hui par l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali à l'issue d'une audience avec le président du Conseil national de transition. Écoutons Hossein Talechi Salihani, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali, au micro de Fousseini Toukara. من امروز خیلی خرسند هستم که با اکسلانس colonel Malik Diao دیدار داشتم. Dans cette audience, il a discuté avec son Excellence colonel Malik Diao dans le domaine de renforcement de coopération parlementaire entre les deux pays et d'autres sujets plus importants qui intéressent tous les deux pays ont été aussi abordés. La coopération entre les deux pays concerne différents domaines. Le domaine de sécurité aussi, ça concerne ça. Que l'Iran, avec son capacité et les potentialités que l'Iran dans le domaine de la sécurité et la défense, l'Iran est décidé d'aider le Mali. L'objectif de la République islamique est d'aider le Mali. Ce n'est pas pour venir exporter ou importer, c'est venir transformer sur place et les potentialités qui sont à la place et transférer les technologies d'Iran dans ce domaine, notamment dans le domaine de l'agriculture, et l'élevage et de la pêche aussi. Qu'il vous informe que dans cette année 2024, des facultés de l'université iranienne doivent être ouvertes à Mali ici. Une, c'est une faculté de technique et professionnelle et l'autre, c'est un centre d'innovation informatique aussi. La zone du Sahel est très très importante. Donc l'union entre les pays sahéliens, ça permettra d'avance de renforcer la coopération dans tous les différents domaines, notamment dans le domaine de la sécurité et de défense aussi. Comme ils ont un adage proverbe iranien qui dit qu'avec une seule main, on ne peut pas applaudir, mais avec 2 mains. Donc l'union, c'est toujours bénéfique pour le peuple sahélien. Action des FAMA. Nous nous intéressons depuis quelque temps aux frappes des drones contre les groupes terroristes, des opérations qui permettent de neutraliser mais aussi de détruire les bases des terroristes. Ces actions ont changé la physionomie de cette guerre asymétrique à laquelle notre pays fait face depuis plus d'une décennie. Voyons ce qu'en pense la population sur ces opérations de frappe des vecteurs aériens des FAMA avec nos reporters Abdoulaye Sako et Mohamed Sidibé qui ont fait un tour en ville. Les frappes des vecteurs aériens sur le terrain, c'est désormais le sujet qui passionne et anime les débats dans les grains à Bamako. Après chaque diffusion dans le journal de 20h, les 2 amis, Mamadou Keleke Balo et Mamadou Aïdara, ont hâte de se retrouver pour commenter les dernières opérations des drones. Ce matin, c'est celle qui a permis de détruire la base des terroristes dans la région de Nara, précisément à Guiré, qui est à la une. J'apprécie beaucoup puisque ça permet de neutraliser les forces du mal. Et puis, je souhaite que les autorités achètent beaucoup de drones pour donner à nos forces. Vraiment, dans ces 2 jours-là, nous sommes très heureux. Les vecteurs aériens étaient la pièce manquante du puzzle. Depuis que les forces armées maliennes les ont acquis, le visage de la lutte contre le terrorisme a changé au Mali, estime ce conducteur de moto-taxi. La fois dernière, on a vu l'image qu'un touriste s'est caché sous un arbre, mais le drone le poursuit jusqu'à sous l'arbre. C'était précisément à Nara et il a frappé. Bon, ce que moi je demande à l'armée malienne, c'est d'augmenter le nombre de drones pour qu'on puisse bien contrôler notre espace aérien.
Aboubakar Traoré, âgé de plus de 70 ans, est à la retraite aujourd'hui. Ayant appris que nous sommes dans son quartier pour recueillir l'avis des Maliens sur le rôle des vecteurs aériens dans la lutte contre le terrorisme, il a tenu à donner son point de vue. La guerre a un coût. Et pour supporter cette charge, il faut l'implication de la population, propose le septuagénaire. Ces drones-là sont les bienvenus. Je ne sais pas si les Maliens comprennent. Vraiment, s'ils comprenaient, on allait faire un effort économique. Ça cotise. Que vous donnez 25 francs, 100 francs pour qu'on puisse assister ces drones-là. Il le faut obligatoirement. C'est maintenant que je suis d'accord avec leur thème concernant ce problème du Nord, surtout le problème du Mali. En commune 4 du district de Bamako, précisément à Lafiabougou, nous coïncidons avec un débat très houleux dans un grain, si tous les deux sont unanimes sur la pertinence du rôle joué par les vecteurs aériens sur le terrain. C'est la diffusion dans le journal qui les oppose. Vraiment, moi, quand même à 100%, j'apprécie vraiment les frappes des drones. Surtout ça vraiment, ça nous met à l'aise. Mais le fait de diffuser les frappes des drones là, vraiment, moi, je ne suis pas d'avis avec ça. Quand ils font les frappes comme ça, et puis on monte à la télé, moi, je suis vraiment d'avis avec ça. Parce que ça va les terroriser aussi. Il est actuellement difficile de faire un tour sur les réseaux sociaux sans tomber sur une vidéo relatant les frappes des vecteurs aériens sur le terrain. Elles sont partagées par des milliers d'internautes avec des commentaires de soutien à l'armée. Dans tous les cas, les ennemis sont prévenus. L'armée malienne poursuit son opération de sécurisation de l'ensemble du territoire national. C'est là avec l'appui des vecteurs aériens qui volent plus vite, plus haut et plus fort. Et transition trouvée, cérémonie d'hommage aux femmes pour la libération de Kidal, une initiative de la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire. Une manière aussi pour eux de remercier les autorités de la transition pour la prouesse. Commentaire Boubacar Bablé-Touré. Tous les Maliens, où qu'ils se trouvent, sont fiers que Kidal soit désormais dans les girons du Mali. Et c'est la grâce aux femmes sous le leadership du président de la transition et son équipe. Ces Maliens vivant à Bouaké, en Côte d'Ivoire, ont, comme d'autres compatriotes vivant à l'étranger, rendu un vivant hommage aux forces armées de sécurité pour la libération de la ville de Kidal. Vous vous rappelez certainement de ce jour mardi 14 novembre 2023. Annonçant la bonne nouvelle, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, confirmant cette transformation et ajouta: notre mission est partie. Celle-ci consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune. L'intonation des deux hymnes nationaux, la minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires sont entre autres faits marquants de la cérémonie d'hommage. Une cérémonie qui a enregistré, outre la communauté malienne vivant à Bouaké, le corps diplomatique du Burkina Faso ainsi que la communauté burkinabé vivant à Bouaké. De l'indépendance jusqu'aux événements de 2012, la région de Kidal a toujours bénéficié des infrastructures socio-économiques pour le bien-être de la population. Ces réalisations faites par l'État du Mali ont été vandalisées pendant la période d'occupation, suscitant ainsi des dépenses énormes au gouvernement pour la reconstruction de la 8e région administrative. Suivons ensemble des témoignages poignants à travers ce dossier réalisé par nos envoyés spéciaux depuis Kidal, Benoro Fofana, Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Tayeb Adjaouyakoui. La région de Kidal, située à l'est du pays, est la 8e région administrative du Mali. Créée le 11 avril 1992 par le gouvernement de l'époque sur décret, elle s'étend sur 260 000 km². Cette région, qui autrefois relevait de la région de Gao, a tout le temps bénéficié des infrastructures socio-économiques de base pour le bien-être de la population. En témoigne cette première maternité de Kidal, construite par le président Modibo Keïta, père de la nation malienne. Le groupe scolaire Baye Ag Mahaha, situé au quartier centre-ville, inauguré en 1967, est la première école de la ville de Kidal et on en oublie volontiers. C'était la subdivision de Kidal à l'époque coloniale. Jusqu'en 1963, Kidal est devenu cercle de la région de Gao. Kidal a bénéficié des infrastructures du cercle de Kidal, effectivement.
La maternité de Kidal, je pense qu'elle a été réalisée en 1967. Kidal a effectivement bénéficié dans la mesure du pouvoir de notre pays, de toutes les infrastructures nécessaires au démarrage d'une région. Ça, c'est depuis 92-93 jusqu'à l'avènement des problèmes en 2012. Ces écoles, services administratifs, installations hydrauliques et autres réalisées par le gouvernement du Mali afin d'épanouir la population kidaloise sont sujets de vandalisme à chaque fois que les bandits armés s'emparent de la ville de Kidal sous le pseudonyme de groupes indépendantistes. Toute chose qui engendre d'énormes pertes économiques pour l'État malien et le maintien de la population kidaloise dans une précarité. Cette école a été victime de vandalisme. Donc les directions ont été saccagées et les documents didactiques ont été brûlés. Tous les archives qui concernent cette école ont été brûlés à la suite de ce vandalisme-là. Les coupables même de cette initiative-là n'ont pas pu être interpellés. Au niveau de la période d'occupation, ces branchements illicites-là ont été faits. Parce que regarde le tuyau du refoulement, quand on exploite l'eau au niveau du forage, c'est ce qui amène l'eau au niveau du château. Maintenant, quand tu vois, les gens sont branchés sur ce tuyau de refoulement-là, l'eau n'arrive plus au château. Parce qu'il y a certains quartiers que ce tuyau-là traverse, et ils se profitent de cela, faire des branchements illicites. Effectivement, c'est ces difficultés qu'on a. On a enregistré des dommages dans certaines localités telles qu'à Nafif, à Galhok, Tisselit et même à l'intérieur de la ville de Kidal. Les dommages ont porté sur les bâtiments, des installations au niveau du camp 2 et au niveau d'un site qui est à l'ancien aéroport de Kidal par des individus mal intentionnés. Ces dommages ont joué sur l'économie de la région de Kidal. Ça, c'est une chose que nous avons tous regretté. Les vandalismes dont ont été victimes les infrastructures. Ces saccages, effectivement, portent préjudice à la région. La population lui demandons de s'impliquer dans la restauration, la sécurisation de ces infrastructures. Et la population a une large part de responsabilité dans le rétablissement de cette situation. Ici à Kidal, de 2012 à 2023, plusieurs domaines de l'État ont été abusés par les bandits armés, à savoir le premier camp de garde, la première prison contiguë au fort de Kidal et les services d'élevage sont effacés et morcelés. L'aviation de la ville a subi le même sort, au profit de ces mêmes bandits armés qui en ont fait un quartier résidentiel. Kidal reconquéri par le FAMA le 14 novembre dernier, après une décennie d'occupation par les bandits armés, le nouveau gouverneur, après son installation, fait des constats amers. Le constat, vraiment, c'est tout à reprendre à zéro à Kidal. Tout ce qui est vraiment l'administration, il faut reprendre à zéro. Tous les services d'ailleurs de l'État. Fort de ce constat, les membres du gouvernement du Mali sont à pied d'œuvre afin d'apporter urgemment des solutions adéquates aux besoins de la population kidaloise. En tout cas, les autorités de la transition sont engagées à redorer l'image de la 8e région administrative sous l'impulsion du général de division El Hadji Ag Gamou. Et ici à Bamako, les responsables du mouvement Yerewolo Debout ont animé hier mardi une conférence de presse pour témoigner leur satisfaction après le retrait définitif de la MINUSMA au Mali. Cette conférence a été mise à profit pour rappeler les actions posées par les autorités de la transition. Nous écoutons le secrétaire général du mouvement Yerewolo Debout au micro de Kassim Diallo. Yerewolo Debout sur le rempart, qui est aujourd'hui un mouvement souverainiste, panafricaniste, a décidé aujourd'hui, 2 janvier 2024, d'organiser cette conférence. Une conférence populaire à l'adresse du peuple malien, mais aussi à l'endroit des plus hautes autorités, pour les témoigner vraiment tout leur soutien et tout leur accompagnement par rapport aux énormes défis relevés. Donc aujourd'hui, force est de croire que ce combat a été une réalité grâce vraiment au soulèvement du mouvement, mais grâce aujourd'hui au leadership éclairé
des plus hautes autorités, en l'occurrence son Excellence colonel Assimi Goïta, qui a su aujourd'hui faire sien les pouvoirs du peuple. Donc nous avons organisé cette conférence vraiment pour les remercier. Les enfants des militaires qui ont pris part au programme d'intégration des enfants militaires du programme Laïdou étaient hier mardi chez le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Ils sont venus lui remercier du soutien que son département a apporté pour la réussite du programme qui leur a permis d'apprendre le civisme. Daouda Kone, reportage. Ils sont venus des centres du programme Laïdou initié pour faciliter l'intégration des enfants des militaires. Cette année, le programme était assisté par le ministère en charge de la jeunesse. Les organisateurs ont jugé nécessaire de venir reconnaître les bienfaits du département. Les enfants se sont rassemblés à Sibi pendant une semaine pour une activité culturelle, sportive et de formation en civisme. C'était très très important. Le ministre a décidé, à partir de cette année, nous sommes avec lui. Le projet Laïdou, à travers le programme d'intégration des enfants militaires et le programme CYDD, il est là pour nous. Et on en profite pour saluer le ministre. Le premier responsable du département trouve l'initiative du programme Laïdou louable. Et ça nous fait plaisir, surtout dans ces moments où, vous savez, les forces armées de sécurité se battent pour le pays. Ils donnent tout pour la sécurité des Maliens. Je pense que ça, c'est une moindre reconnaissance qu'on puisse faire, à s'occuper aussi des enfants qui sont ici, qui restent ici, et dont les parents sont en train de se battre pour le pays. Le ministre Fomba a aussi reçu les responsables de l'association pour la jeunesse catoise qui ont organisé un concert pour soutenir les forces armées du Mali à travers les recettes du concert. Ils lui ont remis 2 millions à cet effet. C'est un geste qui est très fort. Vous savez, le président de la transition l'a répété à plusieurs reprises par rapport à ce qu'il pense de la jeunesse, aux efforts que lui-même il est en train de faire, mais qui sont adossés aussi à la jeunesse. Et voir cette même jeunesse prendre conscience, dire que les jeunes sont vraiment prêts à tous les niveaux, d'accompagner aujourd'hui les autorités pour atteindre les résultats qu'il faut. Ce sont là des actions pour remonter le moral des troupes au front. École, les ateliers sur les états généraux de l'éducation dans les régions, ambassades et consulats débutent ce 4 janvier 2024 et s'étendront jusqu'au 6 du mois. Les 18 thématiques au centre de ces sessions sont une recherche de solutions pour une refondation totale du système éducatif malien. Les analyses et suggestions qui en découleront serviront de support à l'atelier national sur les états généraux prévu du 16 au 19 janvier 2024 à Bamako. Pour plus de précisions sur la portée de ces ateliers régionaux, écoutons le président de la commission d'organisation, Dr Koulounia Edmond Dambélé, propos recueillis par notre reporter Fademba Keita. Nous avons retenu 18 thématiques et ce sont ces 18 thématiques qui seront discutées dans les ateliers régionaux, dans les ambassades, dans les consulats et également au niveau national. Ce sont les mêmes thématiques qui seront discutées encore. La première thématique, c'est la vision. On veut que le peuple malien nous dise quel type d'école le peuple veut pour ses enfants. Et ensuite, nous avons des questions, des thématiques qui portent sur le préscolaire, sur l'enseignement fondamental, sur l'alphabétisation des adultes, sur les écoles privées, sur la formation professionnelle, sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, sur le financement de l'éducation et également sur la moralisation de l'espace scolaire. Les ateliers régionaux vont commencer demain, le 4 janvier, et vont se terminer le 6 janvier. Elles vont se faire simultanément dans les régions et dans nos missions diplomatiques. Donc, chaque région, par rapport aux 6 thématiques et aux questionnements qui ont été faits, chaque région va donner ses réponses. Et après, maintenant, elles vont se retrouver, confronter leurs positions par rapport aux propositions d'autres régions et ensemble sortir vraiment le consensus national.
Dans la capitale malienne, la tenue est exigée au sein des établissements scolaires en général. La tenue permet non seulement l'identification des élèves de différents établissements et aide également les parents à amoindrir les dépenses. La rédaction s'intéresse au sujet dans ce reportage signé Draman Koulibaly, Adama Traoré et Alkaou Traoré. Nous sommes dans la cour de l'école de la cathédrale. En face de nous se trouve la classe de 3e année. Tous en tenue, ils reprennent les cours. Nous avons uniquement les garçons. Nous avons la tenue Lacoste, 2 couleurs par semaine. De la cathédrale, nous nous rendons à Djikronipara, à l'école Aratel. Certaines filles sont en jupe et d'autres en robe et les garçons en pantalon. Ici aussi, la tenue est obligatoire vu son importance. Depuis la création de l'école, nous avons exigé le port de la tenue. Ça crée de l'égalité entre les élèves, de l'harmonie. En plus de ça aussi, que Dieu nous en préserve en cas d'accident. On peut repérer vite l'école de l'élève et ensuite même ses parents. J'apprécie beaucoup les tenues scolaires parce que en tant qu'enseignante, ça nous met à l'aise. Autrefois, l'État passait la commande des tenues auprès de la Comatex. Tel n'est pas le cas aujourd'hui, surtout avec les écoles privées. C'était la Comatex, vous voyez bien. Donc, chaque école ou chaque groupe scolaire choisissait son effigie. Soit on met les pains de telle couleur, etc. Mais pour les garçons, en général, c'était de kaki. On avait nationalisé vers les années 87, 88, 89. C'est le Mali qui n'a pas tellement insisté. Si le port de la tenue permet de distinguer l'enseignant de l'apprenant, dans les familles, elle permet aux parents d'élèves de faire une certaine économie. Porter la tenue à l'école, c'est bon. Pour moi, en tout cas, c'est mieux parce que ça permet à l'enfant de ne pas porter n'importe quel habit. En tout cas, c'est économique pour moi parce que ça me permet aussi de ne pas trop dépenser sur l'habillement de l'enfant. C'est très important. Avec des personnes bali à finir en Europe, avec des personnes avec massa bali finir go la dongo. Ça finit ça dongo finir go beke. Puisque les écoles ont une certaine liberté de choix vestimentaire, elles doivent en ce moment mettre en évidence les tenues adaptées aux conditions climatiques favorables à l'apprentissage. Enfin, de la lumière à Goundam, sévré d'électricité depuis près d'un trimestre suite à une panne intervenue dans sa centrale électrique. La ville de Goundam vient d'acquérir un groupe électrogène flambant neuf offert par les hautes autorités de la transition. La venue de ce joyau a été saluée à la fois par les responsables de l'EDM et par l'ensemble de la population. Najim Babasissé, Maouloud Tandina. Les activités socio-économiques reprennent de plus belle à Goundam. Après plus d'un trimestre où la centrale électrique était complètement arrêtée pour raison de panne. Cette fois, c'est un générateur robuste de 750 kW que les autorités de la transition ont mis à la disposition de l'EDM la veille du 31 décembre afin qu'elle puisse assurer la fourniture de l'électricité. Permettez-moi de remercier le chef exécutif de la région pour l'effort consenti. Parce que depuis qu'on était dans ce problème-là, il ne nous a jamais abandonnés. Il était toujours près de nous. Le groupe qu'on vient de recevoir, c'est un groupe de Perkins de 750 kVA. En temps normal, le groupe peut prendre tout Goundam 24 heures sur 24, sauf en cas d'entretien, on peut l'arrêter. Les plus heureux sont naturellement ceux chez qui la vie s'est arrêtée depuis quelques temps, qui essayent de se rattraper afin d'honorer leur clientèle. Vraiment un très grand soulagement parce que nous vivons du courant. Ça nous fait 4 mois. Jour pour jour que nous ne travaillons pas, on est assis seulement les bras croisés. Avec l'arrivée du courant, franchement, nous sommes très très satisfaits. Nous, les femmes, nous sommes très contentes d'avoir le courant. Parce que c'est quelque chose avec lequel les femmes se débrouillent. Les activités génératrices de revenus, surtout les frigos. Mon message à l'adresse du personnel EDM, c'est de prendre soin de ce groupe. De procéder vraiment à l'entretien, et surtout de voir du côté, c'est-à-dire de bien gérer le carburant. Les responsables de la structure EDM ont pris l'engagement devant l'autorité de faire bon usage de ces joyaux pour le bien-être des populations. Sur un tout autre plan, nous sommes dans la Venise malienne. L'agence de développement régional de Mopti
a tenu la 8e session ordinaire de son conseil d'administration. Au menu, l'adoption du procès verbal de la 7e session, la présentation du bilan financier 2023 et celle du plan d'action opérationnel 2024. Reportage Boubacar Sankari. Cette 8e session du conseil d'administration de l'ADR, Agence de développement régional de Mopti, a planché d'abord sur le rapport d'exécution des activités et le bilan financier 2023. Et nous avons mis l'accent sur les questions de mobilisation de ressources internes et externes. Et ensuite, nous avons aussi mis l'accent sur les questions de restauration de l'autorité de l'État et les questions de redevabilité au niveau des élus. Les administrateurs ont ensuite adopté un plan d'action opérationnel pour 2024. Comment mobiliser la diaspora scientifique, technique et financier. Comment aussi prendre en compte les jeunes dans le développement, de renforcer les capacités des élus sur les questions encore de planification, notamment l'élaboration des PDCEC, la maîtrise d'ouvrage et surtout les questions de gouvernance locale et de redevabilité. Autre point à l'ordre du jour, la lecture et l'adoption du procès verbal et l'état de mise en œuvre des recommandations de la 7e session ordinaire tenue le 13 décembre 2022. Malgré le contexte difficile, le bilan est assez appréciable. Mais nous remarquons surtout que avec le financement des partenaires, il y a un certain déséquilibre de traitement au niveau des 3 régions. Plusieurs recommandations ont été formulées par les administrateurs. Il s'agit d'améliorer la communication de l'agence autour de ses activités auprès des acteurs régionaux, impliquer davantage les administrateurs dans la mobilisation des cotisations des collectivités territoriales et harmoniser les outils de la cartographie des acteurs intervenant dans la région du Mopti. Ségou, 1600 décès maternels évités, près d'1 200 000 personnes touchées par les services de la santé et de la reproduction. Ce sont là quelques résultats du programme WISH de l'ONG Maristops International au Mali. L'ONG et ses partenaires font le point des acquis du dit projet à travers une cérémonie de fin du projet WISH honoré chez nous. Après 5 années de mise en œuvre de son programme WISH, l'ONG Maristops International boucle les activités du programme au Mali. Le programme visait à garantir des services de planification familiale aux populations en leur dotant des connaissances nécessaires pour des prises de décisions en matière de santé sexuelle et reproductive. Un programme d'appui aux services techniques de santé. Durant ces 5 ans, le focus n'a pas été seulement la planification familiale. Tous les aspects ayant trait à la réduction des barrières socio-culturelles, aussi au renforcement des aptitudes pratiques permettant de réduire les barrières qui limitent l'accès aux services de planification. Des femmes adultes, des adolescentes et agents de santé ont tour à tour exprimé leur témoignage sur les acquis du projet WISH. Infection j'ai souffert beaucoup de l'infection. Quand j'ai bénéficié de la prise en charge des agents de la santé, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai aussi bénéficié des mesures de la planification familiale. Toutes ces actions, nous avons pu mobiliser encore des résultats conséquents à travers ce projet WISH, qui a permis de réaliser 768 447 couples année protection. 1600 décès maternels évités. Maristops a pu toucher 1 197 801 clients qui ont bénéficié des services de santé de la reproduction et de la planification familiale. Près de 13 milliards de francs CFA investis dans nos régions. D'ores et déjà, un plan de transition est élaboré et partagé avec les différentes parties prenantes pour la durabilité des actions du projet. Et l'ONG Direct Aid a une fois de plus fait parler son cœur. Elle a offert gratuitement des vivres et des non-vivres à 600 familles déplacées internes de Bamako et du village de Tourela dans la commune de Sanankoroba. L'activité entre dans le cadre de l'action humanitaire que l'ONG effectue chaque année. Le coût total de la donation s'élève à près de 69 millions de francs CFA. Reportage Inaba.
600 familles déplacées internes viennent de recevoir gratuitement les kits composés de vivres et de non-vivres. Le geste est de l'ONG Direct Aid. La donation concerne les déplacés de la commune 6 et le village de Tourela dans la commune de Sanakourba. Ce geste entre dans le cadre de l'action humanitaire de l'ONG Direct Aid sur financement du Koweït. Chaque famille va bénéficier des produits alimentaires et de couverture et de moustiquaires aussi. Donc il y a 600 à Séfaré, il y a 400 à Banjangara et 400 à Bamako. D'une budget de 68 700 000 francs CFA. Pour l'année 2023, 105 tonnes de produits ont été distribués, ce dont a touché au total 1400 familles déplacées internes de Sévaré, Banyangara, San et le district de Bamako. Dès leurs arrivées ici, vu les moyens limités de la commune et du village, le chef de village a fait tout ce qu'il peut. Mais malgré on avait besoin de ça, si l'ONG Direct Aid vient à notre secours, vraiment, on ne peut que vraiment les remercier. La communauté des Dogons a été accueillie dans le village de Tourela suite à la crise politico-sécuritaire de 2012. L'objectif visé par cette donation est de soutenir ces personnes qui vivent dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu ainsi que le donateur pour ce geste. Mais nous avons des doléances car nous n'avons pas d'eau et nous avons besoin de terre pour cultiver. Basé au Mali il y a une trentaine d'années, Direct Aid œuvre dans l'humanitaire dans notre pays à travers l'éducation, la construction de forages et de mosquées et le parrainage d'enfants. Lors de la deuxième étape de leur visite de terrain, les membres du comité d'orientation du PADEL-M ont visité la ferme cuniculture de Bankouma et une ferme d'embouche à Samalé. La délégation apprécie les résultats et demande leur pérennisation par une prolongation du projet Batraoré. Pour la deuxième étape de leur tournée sur le terrain, les membres du comité d'orientation du PADEL-M se sont rendus dans la ferme cuniculture ou ferme d'élevage des lapins de Baguneda. Le promoteur Mohamed Francis Keita entretient un vaste espace aménagé pour sa centaine de lapins de différentes variétés. Un peu plus loin de là, à Farabana, c'est la ferme de Sagara Sanambouari, une dame qui s'occupe d'embauche bovine et qui compte aujourd'hui plus de 100 têtes dans son parc. C'est à partir de juillet 2023 que j'ai eu un financement du PADEL, PRAPS. Et c'est ce que je suis en train d'exécuter, de mettre en œuvre sur mon site à Farabana ici, présentement. Le coût global du projet s'élève à 76 millions et l'apport PADEL c'est 57 millions. Le reste, ça c'est mon apport personnel et je suis en train d'exécuter l'embauche bovine avec ce fonds. Le bassin de pisciculture de Amadou Aïdra à Samalé et le nouveau centre de collecte de lait de Katiboukou ont également été visités par les membres du comité d'orientation du PADEL-M. Les résultats que nous avons vus nous ont émerveillés et nous avons constaté, n'est-ce pas, que les promoteurs, n'est-ce pas, sont animés d'une volonté de pouvoir pérenniser ces projets. Mais nous avons constaté que tout cela, n'est-ce pas, se fait au moment où le projet tire vers sa fin. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, des bâtiments construits pour la collecte. Ces bâtiments sont construits, mais l'équipement de ces bâtiments qui est en cours n'est pas encore arrivé à terme. Tout comme, n'est-ce pas, les projets débutants en pisciculture ou en embouche qui demandent encore, n'est-ce pas, du temps pour arriver à leur terme. Selon le chef de la délégation, cette série de visites s'inscrit dans le cadre des activités du comité d'orientation du PADEL-M. L'activité permet aux acteurs d'avoir une vision globale sur les résultats du projet et d'œuvrer à leur pérennisation. L'Agence nationale pour l'emploi a organisé ce matin une conférence de presse pour présenter aux hommes de médias les résultats obtenus en 2023. Il ressort qu'un peu plus de 81% des activités ont été réalisées comme innovation. L'ANPE compte matérialiser sa plateforme digitale pour le recrutement, le coaching, entre autres. Reportage Youssef Takiti.
81% des activités réalisées. Voilà les principaux résultats auxquels l'Agence nationale pour l'emploi est arrivée au compte de l'exercice 2023. Le total des taux de réalisation de l'ensemble des activités est de 81%. Vous avez donc sur 3000 demandes, 1500 placements effectués globalement sur la période. C'est pour ne citer que ceci en termes de résultats engrangés. Nous sommes sur la base du plan stratégique de développement 2021-2025 et du contrat de performance du ministère en charge de l'emploi. En termes d'innovation, nous comptons réellement faire en sorte que l'entrepreneuriat, le coaching, les mentorats puissent être promis et faciliter la promotion de l'auto-emploi et créer des emplois salariés à travers l'auto-emploi. Mais aussi faire en sorte que la plateforme digitale qui sera la base de données qui va être opérationnelle en 2024 puisse permettre justement de faire de recrutement en ligne, mais aussi de formation en ligne et la mise en relation en ligne et les placements. L'un des objectifs phares de l'ANP, c'est d'accroître l'accès des populations cibles à des programmes d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion. L'exercice du point de presse semestriel qui est une innovation résulte de ce souci de transparence de la direction générale pour montrer au public et aux usagers les réalisations effectuées durant l'exercice budgétaire et cela en conformité avec le plan de communication adopté par le conseil d'administration de l'ANPE. Il s'agit enfin de développer et mettre en œuvre des programmes spécifiques pour la promotion de l'emploi. À la fin, les journalistes ont posé des questions de compréhension relatives surtout aux difficultés rencontrées. En réponse, le directeur général dira que les difficultés sont surtout relatives à la faible mobilisation des ressources financières, à l'insécurité et surtout l'insuffisance des ressources humaines et matérielles, entre autres. Et ce communiqué est parvenu à notre rédaction. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence a l'honneur de porter à la connaissance des opérateurs économiques que la commercialisation du sucre local au titre de la campagne 2023-2024 débute à compter de ce jour 3 janvier 2024. À cet effet, les prix de vente plafond de ce sucre sont déterminés ainsi qu'il suit. Prix carreau usine 26 250 francs CFA, TTC le sac de 50 kg. Prix de gros 28 250 francs CFA le sac de 50 kg. Prix de demi-gros 28 750 francs CFA le sac de 50 kg. Prix de détail 600 francs CFA le kilogramme. Le directeur général sait compter sur la bonne compréhension de tous. La Croix-Rouge malienne vient de tenir conjointement sa réunion du comité central et son assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2021-2023. Les participants venus de différentes localités du pays et des pays étrangers ont mis en peigne fin le bilan des activités réalisées. L'Assemblée s'est également penchée sur l'élection des membres du comité directeur de l'organisation. Mariam Koulibaly. Cette assemblée générale ordinaire, 14e du genre pour la Croix-Rouge malienne, a permis l'élection des membres du comité directeur de l'organisation avec à sa tête Traoré Assitan Koulibaly. Réunie pour un mandat de 4 ans, la nouvelle présidente est consciente des défis qui l'attendent. La Croix-Rouge est auxiliaire quand même des pouvoirs publics. Notre pays est dans un état tel que les défis sont énormes et la Croix-Rouge a une couverture large de tout l'ensemble du territoire. C'est vous dire que les défis sont énormes et nous sommes prêts quand même à faire face à tous ces défis. Auparavant, les participants venus des différentes localités du Mali et d'ailleurs se sont attelés à l'élaboration du nouveau plan stratégique et l'identification des nouvelles priorités. Le bilan est extrêmement positif pour nous, non seulement en termes de mobilisation de ressources, mais aussi en termes d'assistance du nombre de populations, du nombre de ménages qui ont été assistés par la Croix-Rouge et aussi de la couverture géographique de la Croix-Rouge malienne parce qu'il n'y a pas une région au Mali, il n'y a presque pas une commune au Mali où la Croix-Rouge malienne n'intervient pas pour assister les populations. Les 3 jours de travaux ont permis également la mise en place des membres du comité directeur de la jeunesse, une première dans l'histoire de la Croix-Rouge malienne.
Et en troisième région, les organisations de la société civile, les fans, auditeurs et auditrices de l'animatrice de l'ORTM et conseillère conjugale Oumou Diarra dite Djema, à Sikasso lui rendent un hommage en guise de compassion et de reconnaissance à sa vie, soirée de souvenirs et de prières collectives initiée par la chef de l'exécutif régional Kanté, Marie-Claire Dambélé. Compte rendu Moussokoro Sérimé, Amadou Dolo. Des louanges, des prêches, des prières et des bénédictions pour le repos éternel et paisible de l'âme de l'animatrice productrice Oumou Diarra dite Djema, rappelée à Dieu le 27 décembre dernier. À travers cette cérémonie d'hommage et de prières collectives, la chef de l'exécutif régional veut reconnaître les efforts et les actions de celle qui aura été un fleuve intarissable pour les uns et pour les autres. En cette soirée de souvenirs et de prières, nous célébrons non seulement sa vie et son œuvre, mais aussi les valeurs qu'elle incarnait, l'empathie, la bienveillance, la force et l'humour. Cette conseillère conjugale qui aura contribué à maintenir beaucoup de foyers, à nouer beaucoup de mariages. Madame la gouverneure, si vous reconnaissez ces efforts, nous vous disons tout simplement merci. Et la structure régionale chargée de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de saluer la grandeur et la vision de l'illustre disparu sur la société malienne avant de s'engager pour la pérennisation de son héritage. Oumou Diarra fut un repère pour toutes les bonnes familles du Mali. Les hommes, mais en particulier les femmes. Elle a beaucoup donné comme exemple, elle a beaucoup fait pour que les familles vivent en paix. Cette cérémonie de prière collective et d'hommage dédiée à Oumou Diarra dite Djema est marquée par une projection vidéo sur la défunte et une quête de fonds de 200 000 francs CFA officiellement remis au comité syndical de l'ORTM Sikasso, destiné à sa famille. Publié hier soir sur ce plateau dans le JT de 20h par le sélectionneur national, la liste des aigles du Mali pour la CAN en Côte d'Ivoire était très attendue par le public, notamment par les journalistes sportifs et les supporters de l'équipe nationale. Notre équipe de reportage dirigée par Aridou Matina est allée voir certains journalistes sportifs, consultants et supporters. Suivons ensemble. Ils sont 27 joueurs retenus par le sélectionneur national pour la phase finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. La liste publiée par Eric Sekouchel est composée de 3 gardiens de but, 9 milieux de terrain dont 6 milieux récupérateurs et 8 attaquants. Certes, dans cette liste, il y a l'absence de certains cadres pour raison de blessures et de questions de choix, mais globalement, on retrouve l'ossature. Les ténors sont présents, entre autres, Djigui Diarra, Amari Traoré, Bokar Kiki Kouyaté, Amadou Aïdara, Yves Bissouma, Alou Dieng et Kamouri Doumbia. C'est une liste qui répond aux attentes, du public, parce qu'à quelques exceptions près, tous les joueurs qui devaient être appelés sont là. C'est toujours une liste est toujours discutable. Moi, le seul bémol qu'il y a, c'est peut-être l'absence de Boubacar Traoré, qui est en Tunisie, qui depuis quelques mois est en train de marquer beaucoup de buts. Je ne vois pas son nom sur la liste. Tout le monde est là, de la défense à l'attaque, en passant par le milieu de terrain, tous sont là. Toutefois, c'est pas bon de parler des absents, mais il faut quand même signaler que des cadres manquent à l'appel pour raison de blessures surtout. Il reste maintenant à manager. Je pense que les 27 qui ont été retenus seront vraiment à la hauteur par rapport à son chemin tactique, par rapport à tout ce qu'il veut mettre en place comme intensité dans le jeu, comme gegenpressing dans le jeu également. Et globalement, moi, je dirais tout simplement que c'est une très très bonne liste. Voilà, on fait confiance aux sélectionneurs. Les supporters, autrement dit le 12e homme, trouvent la liste convenable et ne ménagent aucun effort à soutenir les aigles. L'analyse qu'on a, c'est qu'il a pris des joueurs qui vont, Inch'Allah, nous amener la satisfaction la plus totale. Ils vont faire notre affaire.
Parce qu'aujourd'hui, l'équipe est très engagée. Techniquement, ils sont top. Donc, étant un bon supporter, il faut accompagner son équipe, il faut accompagner le coach. Et il faut être fair play à tous les niveaux que ce soit. Même s'il y a certains joueurs qui seront à leur troisième CAN, comme Yves Bissouma, et d'autres à leur deuxième Coupe d'Afrique, cependant, quelques appréhensions subsistent, surtout au niveau du bastion offensif. En attaque, quand même, j'ai des appréhensions. Quand on regarde un peu la liste des joueurs qui ont été retenus comme attaquants. On remarque qu'il n'y a que Moussa et Lassine Sinayogo qui ont un peu d'expérience. Il y a même un novice là-dedans, Cyrine Doucouré. Et quand on regarde un peu leur ratio, je me suis amusé à voir le nombre de buts que ces attaquants-là, ces 7 attaquants ont marqué en équipe nationale. Ben, ça ne fait que 11 buts pour 7 attaquants. À ce niveau, je pense que ça risque d'être compliqué. Surtout que la plupart de ces attaquants sont jeunes, n'ont pas beaucoup d'expérience. Je crois qu'on a au moins minimum 11 joueurs qui vont aller à leur toute première CAN. C'est là où je m'inquiète au niveau de la ligne d'attaque, où pratiquement sur les 8 joueurs, 5 à 6 joueurs vont jouer leur toute première CAN. L'inexpérience est là. Le sélectionneur national, avant d'établir sa liste définitive, s'est appuyé sur certains critères en vue d'amener la meilleure équipe possible à la CAN. Les Aigles joueront en amical ce samedi 6 janvier au stade du 26 mars contre les Djurtous de la Guinée-Bissau. La sélection nationale ralliera Korogo le 11 janvier et entrera en lice le 16 janvier contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Et ne décrochez surtout pas à suivre ce soir dans nos programmes et après Malikoura Tassira, l'émission Guélécan avec les travailleurs retraités de la santé et du développement social. Il sera question de l'apport du régime d'assurance maladie universelle RAMU à la santé des Maliens. Guélécan, c'est une émission présentée par Cheikh Oumar Sangaré en langue bamanaka. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme. Nous les